Les débatteurs de Smart Tech aujourd'hui s'appellent Jean-Noël de Gazin, président d'Exatra, Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, bien entendu, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane. On en a parlé tout à l'heure, à l'instant. Donc, petite pépite, enfin même grande pépite, qui est en train de devenir grande pépite de la cyber française. Je voulais qu'on commence ce débrief par l'actualité du jour. La plus chaude, c'est la naissance de Threads. Donc, Threads, nouveau réseau social annoncé par Mark Zuckerberg, qui pourrait faire de l'ombre éventuellement à Twitter. En tout cas, son interface y fait grandement penser. Cette application est disponible officiellement depuis ce matin aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pas dans l'Union européenne. Déjà, première réaction, est-ce que vous avez pu regarder à ce que ça ressemble? Est-ce que ça vous séduit, l'idée d'avoir un nouveau réseau social sur un modèle de Twitter, mais qui ne soit pas chez Elon Musk? Je t'en prie. Alors, Elon Musk, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le fondamental du réseau social du genre Twitter, c'est les communautés et les usages qui en sont faits. Donc, un de plus, très bien. Il y a la puissance de feu de Meta derrière. oui. Donc, Parce que ce réseau social sera lié à Instagram. Voilà, donc du coup, il ne faut pas s'étonner s'il les croît très très vite. Après, ce que les gens vont faire est une vraie question. On est sur Twitter, c'est très politisé, Twitter. Insta, c'est très commercial et c'est très... je suis beau, suivez ma vie. Ouais. Show off. Donc, je ne suis pas sûr que les gens s'en saisissent de la même manière qu'on se saisit de Twitter. Et question ouverte. Oui, Julien? Un concurrentialiste économiste va plutôt regarder si Threads peut devenir effectivement un Twitter killer. Beaucoup s'y sont essayés, notamment depuis la reprise en main de Twitter par Elon Musk. Pour l'instant, personne n'a réussi. Pourquoi? Parce que généralement, les services numériques, en tout cas les plus puissants d'entre eux, ceux qui dominent un petit peu le game, jouissent en fait d'effets de réseau qui font qu'on est très peu incité, une fois qu'on a nos routines et qu'on a nos communautés, de quitter le réseau social avec le risque de perdre finalement tous les acquis. Pas facile de redémarrer à zéro. Exactement. Mais là, il est vrai que c'est méta. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences financières et il y a aussi une communauté déjà énorme préinstallée sur Instagram, ce qui veut dire... 1,6 milliard. Hein. Ouais, on parle même parfois de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Sur Insta? Alors c'est 2,8 milliards sur l'ensemble de Meta. Ouais. Et sur Insta, c'est 1,6 milliard, effectivement. Donc ça fait une base installée potentielle d'utilisateurs qui est vraiment colossale et qui pourrait effectivement, d'un coup, d'un seul, démontrer que pour aller faire du show-off ou autre chose, c'est peut-être du côté de Threads que ça va se passer désormais. Parce qu'on ne fera peut-être pas effectivement la même chose. On voit par exemple le succès de LinkedIn qui devient aussi un réseau social à la Twitter, mais il s'y passe totalement autre chose que sur Twitter. Jean-Noël, votre appréciation de cette innovation de Meta? LinkedIn, c'est utile. Ouais. À mon avis, c'est utile. Bon, je ne sais pas si Twitter, c'est utile pour s'informer. Après, est-ce qu'il en faut un ou pas? Se désinformer. Non, mais quand on est bien éduqué, ou quand on a fait quand on a appris à l'école, ou on a appris des langues, etc., on peut communiquer librement. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec Elon Musk, c'est de la philosophie de la personne qui consiste à dire, bon, il y a un endroit où on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, de manière débridée, au-delà de toutes les règles et les lois. Ça, c'est quand même intéressant. Donc après, la réalité commerciale qu'il y a derrière, moi personnellement, je ne sais pas si c'est utile simplement dans la vie, voilà, tout simplement. Donc c'est ça que les gens doivent se poser. Ce nouveau Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que pour moi, le groupe Meta, bon, d'abord le groupe Meta, il peut se tromper, hein, il s'est trompé sur la réalité virtuelle, ça fait 20 ans qu'on essaye de fabriquer des mondes virtuels et c'est pas quelque chose de facile. On voit bien que c'est un sujet culturel quand même, humain, qui touche à l'humain. Et moi, le point que je sais par rapport à Meta, c'est le problème de la vie privée. Si c'est pas lancé en Europe, c'est pour des problèmes de vie privée et de données personnelles. Donc moi, par principe, je sais déjà que je ne serai pas forcément le premier client. Ce qui est intéressant, vous parliez de LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit de temps en temps des commentaires qui disent « Hey, on n'est pas sur Twitter ». Ouais. Donc il y a vraiment chacun une conscience assez forte. Alors je ne sais pas combien de temps cette porosité peut ne pas grandir, mais une conscience assez forte de ce qu'on vient faire sur chacun des réseaux. Et LinkedIn a un vrai but professionnel. Voilà. Twitter a un vrai but
je sais pas quoi. Informationnel ou Informationnel désinformationnel pour plutôt, d'autres. et puis tendance politique quand même. Absolument. Ouais, Beaucoup très plus qu'autre engagé. chose, Ouais. très engagé, voilà. Thread pourrait bien avoir un autre positionnement. Il faut savoir quand même que sur Insta, il y a déjà un réseau social. On Oui. ne fait pas juste partager des photos sur Instagram, c'est déjà un lieu de discussion pour Ouais, une mais alors grande justement, partie des, ils disent c'est des plutôt du utilisateurs. texte et moins d'images. Enfin, ils veulent changer. Du coup, le show-off sans images, je ne sais pas ce que ça va donner. Une fonctionnalité qu'il faudra scruter de près, sur laquelle communique pour l'instant, parce que c'est pas encore implémenté, mais communique Facebook sur le lancement de Threads, c'est sur son interopérabilité avec d'autres réseaux Exactement, sociaux. ouais. Ils appellent ça le fait divers. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une expérience finalement d'utilisation sans couture lorsque l'on passe d'un univers tel que Threads vers un autre comme Mastodon éventuellement. Twitter, de son côté, reste très arc-bouté sur sa politique générale de base, de rester très très fermé en silo. Peut-être que ça pourrait le desservir à l'avenir. Oui, c'est vraiment un nouveau modèle aussi de réseau social là, qui est proposé par Mark Zuckerberg. C'est intéressant. Alors effectivement, Jean-Noël, vous avez raison. On n'y a pas le droit en France et plus largement dans l'Union européenne pour des questions de règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce que ce n'est pas également une menace finalement de la part des GAFA pour dire, regardez finalement toutes nos innovations, parce qu'on a aussi Google, Bard, de la même façon, Oui. qui est bloqué aux portes de l'Union européenne, pour dire, regardez toutes ces innovations, non, vous n'y aurez pas droit. Ça va peut-être donner naissance à des innovations différentes, les nôtres. Voilà, moi, j'aime pas trop l'idée quand même que on voit bien on parlait d'Elon Musk. Aujourd'hui, il cherche un modèle économique finalement. Bon, il cherche un modèle économique, il teste des choses. Quand il dit je veux certifier les comptes, finalement, il veut recréer LinkedIn. LinkedIn, je m'authentifie, je me certifie, je mets mes renseignements et là, je partage de l'information dans un but précis et authentique quelque part. Bon, voilà, moi je trouve que ça c'est plus intéressant, c'est plus proche de la réalité et du moyen d'utiliser l'électronique pour être le plus mondial possible finalement. Alors il passe de la certification à l'auto-certification quand même. C'est une période un peu compliquée pour Elon Musk et son réseau social Twitter parce que justement il cherche son modèle économique, donc il y a plein de fonctionnalités qui sont désormais payantes, il y a des limitations qui s'installent. Est-ce que c'est pas le bon moment dans cette rivalité Mark Zuckerberg-Elon Musk, pour l'un de prendre le pas sur l'autre? Évidemment que le moment est plutôt bien choisi, parce que Twitter est affaibli. De la bouche même, l'aveu même d'Elon Musk. Elon Musk a dit il y a quelques mois que Twitter avait perdu à peu près 50% de sa valeur par rapport au prix qu'il a déboursé, 40 milliards, quand même, pour mettre la main sur le réseau social. On sait aussi que Twitter a perdu 60% de ses 100 plus gros annonceurs mondiaux, qu'aujourd'hui, justement, ils essaient de rétropédaler un petit peu pour essayer de les ramener de nouveau sur le réseau social sans garantie de succès. Donc Twitter, aujourd'hui, est en difficulté et c'est peut-être le bon moment, est-ce qu'il a un genou à terre, de lui porter peut-être une estocade. En tout cas, je suis absolument convaincu que Mark Zuckerberg y pense très fortement. Et alors, quant à cette question de la réglementation européenne qui finalement fait barrage à ces nouveautés? Très bien. Très bien. Très bien. Je vous suis tout à fait. À un moment, ce sont des innovations conduites par une philosophie nord-américaine, donc qui est très business-minded. Nous, en Europe, on est très humain-centrique, centré sur l'individu, et c'est assez différent. On discute avec des Américains, ils n'ont pas du tout la même perception de ce qu'est la privacy, la confidentialité. Donc, la confidentialité. Donc du coup, nous n'avons pas le choix, répondre à un besoin parce que tout le monde voit ce qui se passe. Et c'est comme dans les pays en voie de développement, il y avait le modèle économique occidental. Nous devons répondre avec nos modèles à nous. Ouais. Et proposer est-ce qu'on autre peut chose. tenir? Est-ce que la digue va tenir longtemps? Je pense Non, que c'est ça, pas une Parce que là, on va rentrer dans une phase de négociation quand pas même. une digue. La digue Je tient pense pas que ça soit une digue. que si ça monte d'un côté, pas de l'autre. Dès qu'on monte de l'autre côté, la digue, elle est équilibrée. Là, vous ne pensez pas qu'on rentre en négociation avec les GAFAM? Je pense qu'on peut imaginer que la digue rompe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme de ménage qui soit fait par la société américaine qui considère qu'au bout d'un moment, elle devient ingérable socialement, avec finalement le peu de règles qu'elle a au regard. Par exemple, nous, on a un État qui est très fort, qui est sur le social, sur l'éducation, sur la sécurité, sur tout un tas de sujets pour régler la vie des gens. Et on a ce qu'on appelle, par exemple, pour les retraites, un système par répartition. Enfin, tout ça passe par de la régulation. Si on laisse ce genre de réseau ou d'œuvres collectives gérer nos échanges, à ce moment-là, à quoi servent toutes les règles qu'on a bâties? Mais au sein tous les même cas, de faut l'Union tout européenne, adapter. on s'interroge quand même sur un excès de régulation qui serait pénalisant.
Oui. Oui, et en même temps, Oui, on se veut oui. normatif. Oui, Oui, C'est-à-dire qu'on on espère... fait beaucoup de choses. Voilà. On fait énormément de La- choses. La réglementation, à mon avis, elle est là pour poser les fondamentaux de l'Europe. Il faut innover dans le cadre des fondamentaux. C'est pas les mêmes qu'aux Oui. États-Unis, c'est pas les mêmes qu'en Chine. Donc on ne doit pas innover de la même manière. À un moment, il faut qu'on le réalise et qu'on innove parce Bon, que la alors, digue, sinon, elle va C'est pas tenir. l'innovation. Moi, Peut-être je pense qu'on est défensif. Je pense que dans tout ça, pour le moment, vous parlez de digue, ça Ouais. veut dire qu'on est défensif. Complètement, oui. Donc l'intérêt de mettre entre guillemets des digues, c'est de gagner du temps. Donc on gagne du temps pourquoi ? Pour innover Mais il faut et pour faire. trouver des alternatives. Donc Voilà. moi je trouve ça va nous permettre à un moment de créer des alternatives. Bon. C'est ça qui vient. Alors, dans le genre nouvelle mesure, on attaque notre deuxième sujet ensemble, protection des mineurs, nouvelle majorité numérique officielle à 15 ans, contrôle d'accès aux sites pornographiques qui posent des questions technologiques, mais aussi d'anonymat et de confidentialité. D'abord, peut-être une réaction sur cette majorité numérique, sachant que la réalité est toute différente. Hein. On sait que les enfants, dès l'âge de 8 ans pratiquement, sont tous sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que nous dit la CNIL. Une dernière enquête de la CNIL qui disait que la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne vers l'âge de 8 ans et plus de la moitié des 10-14 ans sont déjà présents sur ces plateformes. Donc, que pensez-vous de cette majorité numérique à 15 ans comme il y a pas de qui va donc rétroactivité. obliger les parents, parce que ça remet la question de la responsabilité des parents, va obliger les parents à s'intéresser au sujet et à donner leur Oui. accord. On parle Oui, beaucoup c'est de bien. responsabilité parentale en ce En moment. ce moment, c'est le gros sujet. C'est un ouais. peu le gros sujet. Ah ben, moi je trouve ça très bien. Je trouve que plus on met de règles, plus on ramène le numérique à une réalité dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, mieux c'est finalement. Je trouve ça très bien, très normal. J'ai plein d'exemples, vous en avez sûrement aussi, hein, des exemples. C'est des âges pas faciles à négocier avec les parents en plus. 13-15 ans, c'est pas le plus simple pour discuter de l'accès aux réseaux sociaux. Le problème, c'est que le reste de la société, par la médiatisation, Ouais. rend adultes plus tôt des adolescents. Ouais. Enfin, on le voit bien, on est tous plus mûrs plus tôt, nos enfants sont tous plus mûrs. Donc du coup, ça devient compliqué en tant que parent de dire, c'est à 18 ans que tu seras responsable de tout, et à 15 ans que tu peux aller sur les réseaux sociaux, avant, tu restes un enfant. Mais non, papa, regarde la pub, le machin, le truc, les héros de films, ils ont 10 ans, ils sont déjà Et super-héros. puis il y aura la pression sociale, c'est-à-dire que les parents, dans la grande majorité, vont donner leur accord, j'imagine, Julien. Oui, mais s'il y a un problème, Oui. s'il y a un problème, s'il y a un délit ou quoi que ce soit, ou à l'inverse, s'il y a du harcèlement ou des choses comme ça, on pourra peut-être de retrouver plus rapidement l'origine du problème, le déceler plus rapidement. Et voilà, là on parle de sécurité aussi. Est-ce que- C'est pas si simple. Oui. Est-ce que ça remet pas quand même finalement aussi cette problématique-là et les parents, etc., devant aussi les aspects un peu quand même de fracture technologique et d'inégalité? Parce que on sait bien que quand même dans certaines familles, une partie de l'éducation, etc., donc l'accord parental, discuter de ces sujets-là à la maison, on a certaines familles qui ne sont pas forcément capables de le faire. Ensuite, il y a quand même des contraintes technologiques à mettre en place ce type de contrôle. Et donc, est-ce que cette technologie-là sera aussi accessible à des familles potentiellement plus modestes? Moi, je trouve que ça remet quand même aussi en perspective tout ce qu'on dit là. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir bien éduquer nos enfants, à leur parler de désinformation, etc. Mais là, ça remet quand même devant toutes les contraintes que ça pose finalement cette majorité numérique à 15 ans. Alors ça s'accompagne aussi de tout un tas d'obligations de la part des réseaux sociaux sur de la prévention, de l'information contre le cyberharcèlement. Mais est-ce que cette clé d'entrée, 15 ans, là, qui nécessite jusqu'à 15 ans l'accord parental, ça vous semble intéressant, Julien, vous ? Ça me semble intéressant, oui, à condition que ce soit techniquement réalisable et sur une base juridique solide. Moi, je m'interroge sur la capacité finalement des réseaux sociaux à pouvoir contrôler et ensuite sécuriser finalement l'identité des mineurs, parce qu'on parle de mineurs là, qui vont devoir pouvoir justifier de leur âge et finalement démontrer leur identité. Donc moi, sur la partie technique aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un flou. Alors, donc là, on recoupe le sujet avec le contrôle d'accès aux sites pornographiques. C'est quelle technologie on va choisir demain pour s'assurer de l'âge des utilisateurs. Absolument. Ouais. Et puis ça va complètement à l'encontre, on voit bien avec le lancement de Fred, 5 millions d'utilisateurs en une nuit. Si jamais tout le monde doit scanner sa carte d'identité, avoir l'accord parental, quelque chose de lourd, ça va signé, être difficile. c'est contre-productif par rapport à un réseau social qui veut se lancer rapidement et croître rapidement. Ça va à l'inverse de la fluidité, effectivement, qui est généralement
fait le sel du numérique. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que j'ai jeté un petit coup d'œil au texte tel qu'il est aujourd'hui ficelé, et on peut apprendre que l'accord d'un parent peut être suffisant pour pouvoir s'inscrire lorsqu'on est mineur, mais également la demande d'un des deux parents peut être suffisante pour forcer la désinscription du réseau social. Moi, je pose la question, il y a de plus en plus de familles qui sont éclatées. Qu'est-ce qui se passe lorsque papa est d'accord et maman n'est pas d'accord? Voilà. Finalement, comment est-ce qu'on va trancher ce genre de choses? Et l'enfant va se positionner comment mieux de tout ça? Non, parce que c'est vrai que d'habitude, quand il faut l'accord des deux parents, c'est sur des sujets généralement plutôt homogènes. Consensuels. Consensuels, effectivement. Là, sur les réseaux sociaux, même d'ailleurs l'acquisition d'un téléphone portable, etc., on sait que c'est quand même soumis généralement... Quand même. Je pense que c'est... Ah, mais moi, je pense que c'est hyper utile. Parce que là, on vient de soulever quand même un lot de critiques important. Mais oui, d'accord, mais évidemment, mais ce sont des choses nouvelles, des réalités. Il y a des problèmes. Moi, j'ai vu autour de moi par exemple, j'ai un exemple en tête d'une jeune femme qui s'est fait embarquer. Elle est fille d'une gardienne dans un immeuble. Elle vit dans une loge. Pour elle, le téléphone, elle avait un téléphone, c'était le moyen d'aller à l'extérieur, de prendre contact avec des gens, etc. Elle s'est fait embarquer par des manipulateurs. Elle est partie dans les banlieues, etc. pendant une semaine à 13 ans. Elle est tombée enceinte. Il y a eu ça a été toute une problématique. C'est sa mère séparée. Le père était parti, la mère, elle, cherchait sa fille, elle a demandé à la police, il ne pouvait pas la récupérer. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Mais est-ce que cette majorité numérique aurait empêché cette histoire? Mais on va en parler. C'est ce que vous disiez à l'instant. On va parler du sujet. On va mettre le sujet du numérique sur la table. On va se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment on accompagne les gens. On va parler du téléphone à l'école. On va pas l'interdire, mais on va en parler. Donc c'est aussi tout le sujet de la prévention que vous mettez en avant. Et on peut avoir des dispositifs. Allez, on enchaîne parce que le temps passe vite. Je voulais qu'on parle de la pression que met le gouvernement sur les réseaux sociaux. Une pression maximale, nous dit Jean-Noël Barrot dans une interview à Challenge, puisque voilà, au moment des émeutes, le président de la République a constaté que finalement c'était un facteur favorisant pour se rassembler, se motiver, se regrouper. Oui. Oui, alors. Est-ce que c'est condamnable? Donc on rassemble du coup les réseaux sociaux, les plateformes vendredi pour leur demander de s'exécuter un peu plus rapidement sur le retrait des contenus et de surveiller ce qui s'y passe sur leur réseau. Oui, mais là, pareil, il y a une difficulté, il y a un flou. C'est que comment est-ce qu'on fait le distinguo entre un contenu qui se veut informatif, je rends compte d'une situation, et là, effectivement, il y a un tramway qui est en train de brûler, là, il y a une mairie qui est en train de se faire attaquer au mortier, et l'incitation à aller prendre part à ces exactions. C'est extrêmement compliqué, d'autant que la frontière entre les deux peut être très fine. Quand vous êtes, on parlait des jeunes tout à l'heure qui ont un usage parfois peu précautionneux des réseaux sociaux, lorsque vous voyez une vidéo à usage informatif, ça peut vous inciter de façon indirecte à vous-même aller dans la rue pour aller casser ou tout simplement aller peut-être piller des magasins. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Les plateformes, à bon droit, vont dire, mais écoutez, nous, on est juste là pour relayer de l'information, et de fait, c'est ce qu'on fait, et on va faire effectivement la chasse aux quelques contenus qui incitent ouvertement à la dégradation, à la violence et à tout un tas d'autres exactions. Mais l'incitation, elle se fait par le simple visionnage de vidéos à caractère informatif, parfois. Après, j'ai l'impression que ça fait quand même des années qu'on dit les réseaux sociaux, les plateformes ne s'exécutent pas quand on leur demande de retirer des contenus. Elles sont lentes, elles traînent des pieds. Elles s'exécutent peu. Je suis pas là-dessus. On suit quand même le sujet de près depuis longtemps. Moi, je me souviens, il y a déjà 5 ans de ça, j'étais à Bruxelles lors d'une réunion avec les GAFAM pour parler justement des sujets de modération des contenus, etc. Il y a eu énormément d'efforts qui ont quand même été faits. Je veux dire, quand on regarde les moyens investis, par exemple, par Meta sur les équipes de modération, sur les algorithmes, etc., on ne peut pas dire qu'ils soient restés les bras ballants. Et d'ailleurs, Elon Musk fait effectivement tomber un peu toutes les barrières de ces algorithmes et de ces équipes de modération qui ont été... le choix inverse. Qui ont été coupées en 10 ou divisées par 10 en termes d'effectifs. Donc il y a eu quand même vraiment il y a eu des efforts qui ont été faits. Après, c'est vrai que ça reste un sujet extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parlait d'innovation tout à l'heure. Quand on regarde aujourd'hui ce que ça veut dire faire un réseau social, créer un réseau social en Europe,
en partant de rien pour une start-up par exemple, et je pense à nous côté filigrane, aujourd'hui c'est quasi impossible. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on n'a pas la puissance financière, technologique, etc. d'un Meta pour justement mettre ce type de barrière en place, ça nécessite vraiment des moyens colossaux. Et là encore, ça oblige une négociation. On est obligé de les recevoir, de leur demander. Oui. Eh oui. C'est pour ça. La réglementation est toujours en retard sur l'innovation. Alors, on essaie de poser des principes en Europe, ce qui est très bien, mais c'est assez récent. Ces trucs-là, ils existent depuis 20 ans maintenant, quand même. 20 ans, 2004. Ouais. Donc 20 ans, ils ont le temps de croître et embellir, de s'installer, de créer des réflexes, ce qui fait que même la population n'est plus d'accord avec son gouvernement pour réglementer. Après que la conséquence soit un catalyseur des émeutes, et c'est une évidence. Enfin, par rapport à l'idiot du village au bar le samedi matin qui peut raconter des bêtises et puis après on passe à autre chose, l'idiot du village, il a soudain 1 million de villages avec lui, et donc du coup c'est plus pareil. Donc l'effet est clair. C'est un catalyseur. Ça fait 20 ans que ça existe. On ne peut pas facilement changer les choses. Et donc, dès que le politique dit « coucou, il faut faire quelque chose », ben, les autres ont un bon droit de dire « attendez, il n'y a pas de réglementation. On ne sait pas séparer les bons messages des autres. » Et le public dit « non, mais moi, j'en ai besoin. » C'est compliqué. Alors, dernier sujet, est-ce que ces IA génératives vous inquiètent en matière de protection des données, de confidentialité des informations que l'on déverse au moment où l'on réalise les prompts? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises de la cyber? C'est un sujet intéressant en tous les cas, parce que ça ouvre plein de... Disons que c'est une technologie plus aboutie qui va vers l'interaction en langage naturel avec la machine. Ça permet de systématiser, d'automatiser, de tester tout un tas de choses. Ça va permettre de développer, on va dire, les codes basiques plus rapidement, de faire de la maintenance plus rapidement. Bon, voilà. Après... oui, la problématique de l'IA générative avec les données. C'est vrai que l'IA générative est plus performante avec plus de données. Eh oui. Bon. Donc, quand ce sont les entreprises qui saisissent leurs données dans ChatGPT, par exemple, ces données vont directement aux États-Unis, ça pose un petit problème, non? Alors, ça pose un petit problème. Moi, je me souviens avoir parlé de ce sujet-là avec le directeur général, par exemple, de la Gendarmerie nationale. On a parlé de ce sujet-là. C'est intéressant parce que lui, il dit, mais moi, j'ai besoin de ça. Mais je ne peux pas l'utiliser en l'état parce que, justement, il y a cette problématique des données. Donc il nous faut un ChatGPT européen. Mais voilà, il nous faut des solutions équivalentes. On a des solutions. On en a reçu, c'est vrai. On en a. Vous avez raison, Alain. Donc c'est juste que là, c'est quelque chose qui arrive dans l'actualité et je pense qu'on découvre des choses avec. Voilà, et donc il faut quand même être conscient de tous ces risques. 100 000 comptes qui ont été découverts sur le dark web, 100 000 comptes de ChatGPT, des plaintes à la CNIL qui commencent à pleuvoir, même pour des IA génératives qui ne sont pas encore en France. Il y a une plainte à la CNIL contre Bard. Merci beaucoup pour vos commentaires. On arrive déjà à la fin de ce débrief. Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, Julien Pillot, économiste, et Alain Staroux, cofondateur, président d'Artifice, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane. Merci encore. On part pour une petite pause et ensuite, on va s'intéresser à un nouveau mode de paiement.